Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce live, ce nouveau live ActiveVision, orienté sur la thématique de la démocratisation de la donnée. Je suis Olivier Quatrin, pardon, le responsable d'ActiveVision. Et je vous rappelle qu'au cours de ce live, vous avez l'occasion de nous poser vos questions dans le chat et nous les adresserons au fur et à mesure de la conversation avec nos invités. Alors, deux invités exceptionnels aujourd'hui, puisqu'on a le plaisir de recevoir Édouard Beaucourt, qui est vice-président de Tableau Software pour la France et la Suisse, ainsi que Yvan Smet, qui est également vice-président en France et Suisse chez Snowflake, deux de nos partenaires importants chez ActiveVision, et qui adressent l'intégralité de la chaîne de la donnée, si chère à nos yeux également. Édouard, peux-tu te présenter en quelques minutes et nous parler de ce qu'est Tableau en France, pour situer un petit peu le contexte? Oui, bien sûr. Merci de nous recevoir. Merci de nous associer, puisque nous sommes partenaires technologiques intimes et également partenaires avec ActiveVision intime depuis nos débuts en France. Donc, Tableau, en quelques mots, Tableau en France, c'est une opération qui a été installée il y a 7 ans à peu près, qui a toujours la même mission, qui n'a pas bougé, qui est d'aider les gens au sens large dans l'entreprise à mieux voir et comprendre ces données. Cette mission, elle s'est bien étayée avec une plateforme de plus en plus complète. Et elle sert aujourd'hui un peu plus d'un millier de clients, avec des clients de tout type, des clients qui sont des PME, des clients qui sont des groupes de taille intermédiaire, mais aussi des grands groupes internationaux, des clients de tout verticaux, puisque nous avons et nous accompagnons bon nombre de grandes banques ou de banques plus petites, des assureurs, des retailers, bien sûr, le secteur public qui nous fait de plus en plus confiance sur des missions aux besoins du citoyen et le monde de l'énergie. Donc voilà, Tableau, c'est aussi une équipe qui est là pour vous servir, 70 à 80 personnes de tout profil, que ce soit des accompagnants de compte, mais aussi des experts solutions, aussi des consultants qui sont là pour amener les bonnes méthodologies et qui accompagnent nos clients et nos prospects au quotidien. Merci beaucoup, Édouard. Yvan, je te donne la parole. Parle-nous un petit peu de Snowflake et de toi en France. Donc moi je suis Yvan Smet. Alors j'étais l'employé numéro 1 au départ, donc j'ai ouvert la France, l'Italie, l'Espagne, et tous les pays émergents et le Moyen-Orient. Et depuis le début de l'année, je suis sur une mission d'accélération du business sur la France et la Suisse. Snowflake, j'étais l'employé numéro 1 et j'ai ouvert. Alors on est plus récent, nous on a ouvert en novembre 2017. Nos bureaux sont à Neuilly-sur-Seine. Et c'est aujourd'hui à peu près 150 clients, toutes verticales, toutes tailles, donc de la micro-PME et de la start-up jusqu'aux grands groupes internationaux comme Accor ou Emirates. Et puis, c'est une équipe à peu près de 30 à 40 personnes. Et puisqu'Edouard a bien souligné la finalité, on aime bien ça aussi, notre mission statement, nous, à l'américaine, c'est enable every organization to become data-driven. Donc, c'est permettre à chaque société d'être éclairée par la data, si je le traduis en français. Voilà. Et derrière, ça décline tout un ensemble de concepts, mais voilà, en quelques mots. On va peut-être pouvoir rentrer un petit peu justement dans ce détail tout à l'heure. Pour lancer un peu le débat, je voudrais me référer à une étude qui est parue en octobre cette année, qui a été diligentée par le MIT et le Boston Consulting Group, qui a analysé en fait l'empreinte de l'intelligence artificielle et de la data de manière un peu plus générale dans les organisations. Et une des conclusions de cette étude, c'est que près de 60% des entreprises ont une stratégie d'intelligence artificielle et seulement 10% déclarent percevoir un impact financier positif. Mais ce que montre également cette étude, c'est que celles qui s'en tirent le mieux, c'est celles qui ont positionné la collaboration entre la donnée et l'humain au cœur de leur stratégie. Et pour moi, c'est un sujet qui me semble particulièrement important, puisque nous, justement, chez ActiveVision, une de nos missions est de développer le potentiel data de nos clients, effectivement, et ça passe énormément par la conduite du changement et le développement humain. Et je voulais avoir un peu votre point de vue par rapport à ça. Quelle est votre vision en tant qu'éditeur de technologie de la place de l'humain dans ces projets data? Je vais peut-être donner la parole à Yvan dans un premier temps. Vaste question. Pour faire court, nous on en parle avec les clients. Alors, c'est la place de l'humain, la place des technologies, la place des processus. Il y a un équilibre des trois. Le point pour nous le plus important, là où on constate où ça marche, c'est d'abord la finalité.
C'est-à-dire, est-ce qu'on a réfléchi à un besoin métier? Donc, qui sont les métiers? Est-ce qu'ils sont impliqués? Qu'est-ce qui leur pose problème au quotidien et en quoi la donnée pourra leur aider? Et à ce moment-là, c'est d'étudier, est-ce que c'est de la data science, est-ce que c'est de la data visualisation, en tout cas, quel est le meilleur outil data qui va leur permettre d'avancer sur cette problématique. Et seulement à ce moment-là, l'IT rentre en jeu, les process, les organisations. Donc, je dirais, tous les clients qui ont un use case technique, on veut faire un data lake, un data lab, de la data science, de l'intelligence artificielle, c'est plus de la recherche et de l'expérimentation technique, mais ça débouche rarement, ou alors ça débouche pas à un résultat qui est concret ou qui est intéressant d'un point de vue économique. Là où on voit que ça marche, où derrière on a l'adoption, de la rapidité, des ROI, et que ça s'inscrit dans une démarche avec un apport métier, c'est quand on part justement de ces métiers, qu'on les inclut à l'origine, et qu'on a un sponsorship du métier pour « OK, aidez-nous à avancer ». Voilà. Je pense que Edouard, au travers de tableau, vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, mais au-delà de mon prisme, au-delà de mon prisme personnel et de tableau, en fait, je pense qu'on s'accorde tous à dire qu'il y a 3 grands challenges autour de cette question. La première, elle est la difficulté de rapprocher l'humain de systèmes de données et de systèmes d'information qui ne sont pas prévus pour un être humain non qualifié. Bon. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, il est qu'il y a une prolifération d'applications, de besoins métiers, de tout ça mélangé avec les systèmes empiriques de l'entreprise. Donc il y a des silos de données de partout. Et le troisième challenge que tu évoquais, Olivier, qui est la conduite du changement, c'est-à-dire comment on fait réagir les populations actuelles, qui sont pas les mêmes d'il y a 20 ans, en entreprise face à leur maturité technologique personnelle et ce qui leur est fourni dans l'entreprise. Et donc, il y a 3 grands sujets sur lesquels on travaille ensemble. Et d'ailleurs, on ne peut pas y travailler que chacun dans son coin. Ces 3 grands sujets, ils sont remettre l'utilisateur au centre du jeu et permettre à ce besoin métier d'être plus en autonomie et plus en contrôle sur ce qu'il peut faire vis-à-vis d'une machine, en gros. Le deuxième sujet, il est de casser les silos et d'amener des environnements de données mieux accessibles ou plus accessibles tout en assurant gouvernance et sécurité. Et puis la troisième étape, elle est d'acculturer les gens à un nouveau monde dans lequel on va pouvoir tirer parti de l'information de son entreprise, au même titre qu'avec notre téléphone portable, depuis quelque temps, d'un point de vue perso, on se pose n'importe quelle question ou on achète n'importe quoi comme on le veut, quand on le veut. Voilà. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Edouard, parce qu'effectivement, j'abonde beaucoup dans ton sens, notamment sur la thématique de l'acculturation des utilisateurs. On en parlait juste avant le live, notamment sur les freins que les gens se mettent. En fait, on en ironisait un petit peu tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on constate beaucoup chez les clients des freins qui sont plus des freins psychologiques par rapport à l'approche de la data, et comme si on s'empêchait de faire des choses en pensant que ce n'est pas possible, ou alors que c'est extrêmement coûteux. Et je pense que tous les trois, alors ça fait un moment qu'on est dans le métier de la data, aussi bien pour Yvan que pour toi, Edouard, puisqu'on s'est connus il y a bien longtemps. Il y a quand même un grand changement aujourd'hui qui est soutenu justement par ces technologies, ces nouvelles approches technologiques, par rapport à ce qu'on a connu il y a bien longtemps. Et alors on parlait tout à l'heure, Yvan évoquait le mot de data lake. Aujourd'hui, on est plus sur des nouvelles tendances qui s'orientent vers le data mesh. Il y a une vraie problématique, il y a un vrai sujet autour de la mise à disposition de la donnée. Comment on arrive à mettre la donnée à disposition et en gardant la gouvernance finalement autour de cette donnée, en essayant de la garder unifiée et de partager les référentiels, etc. Mais cette problématique, on l'a depuis, j'ai presque envie de dire, 40 ans. Depuis que la BI existe quasiment. Bien sûr. Mais ce que tu dis, et si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est la barrière psychologique. Et la barrière psychologique, pour information, elle est vraie côté informatique, elle est vraie côté métier. Moi, je suis encore effaré, et je parle dans mon environnement personnel. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à un mariage, quand on pouvait encore se balader à droite et à gauche. Je rencontre un asset manager, un copain qui est asset manager chez un des plus grands asset managers du marché. Et il me dit, tu comprends, moi, c'est pas mon métier que d'aller faire une analyse sur la donnée.
Mon métier, c'est d'être asset manager. Et donc là, je suis assez effaré. C'est-à-dire que, comme tu le disais, tu dis notre métier à nous, c'est la donnée. Mais en fait, non. Moi, mon métier, c'est d'être vendeur de base. Et il se trouve que la donnée est impérative pour le métier de la vente. Elle le sera de plus en plus, au même titre qu'il l'est pour l'asset manager, au même titre qu'il l'est pour le marketing. Je pense qu'il y a ce verrou à faire sauter, c'est que il sera une faute professionnelle dans les années à venir pour toute personne, quel que soit son métier et son industrie, de ne pas avoir une certaine littérature sur la donnée ou une faculté à tirer parti de la donnée. Et donc, ce verrou psychologique, il change petit à petit. Les nouvelles générations bousculent bien aussi l'ordre établi. Et puis, les technologies plus accessibles, plus faciles, permettent aussi aux gens de se casser ces barrières. Mais cette barrière, elle existe, et c'est toujours le grand enjeu de transformation qu'on a, c'est d'accompagner les gens à passer cette barrière. Et on n'y arrivera pas si on ne le fait que avec un outil logiciel. On n'y arrivera que si c'est de la technologie et de l'accompagnement au changement. Par rapport à ce que tu dis, justement, alors je rebondis aussi sur ce que disait Yvan, cette notion d'objectif, avoir un objectif clair par rapport aux attentes de la donnée. Finalement, est-ce que dans les organisations aujourd'hui, est-ce que vous ressentez que celles-ci sont suffisamment matures pour définir des objectifs clairs par rapport à la donnée? Yvan, qu'en penses-tu? En fait, c'est l'œuf et la poule. La première chose, c'est qu'il y a deux aspects dans la data. Il y a la data que j'appellerais reporting. On sait ce qu'on veut, on sait fixer des objectifs, on sait l'utiliser. Donc là, après, il y a la question, est-ce qu'on a la tuyauterie et les outils et les personnes pour conduire le projet, pour pouvoir casser les silos, ramener tout en un endroit, l'amener à une personne, construire le tableau et les suivre. Ça, c'est ce que fait la BI. Et puis après, il y a une autre dimension qui est l'exploratoire. C'est le droit de ne pas savoir. L'exploratoire, c'est de se dire, via un tableau, via de la visualisation, via une nouvelle manière de rendre graphiques les données. Et si je me posais des questions, et si j'explorais des nouvelles voies. Et dans ces cas-là, c'est très difficile, quand on commence, de savoir à quoi ça va ressembler à la fin. C'est plutôt se dire, OK, je réfléchis sur une nouvelle thématique, et à l'issue d'une période donnée, est-ce que j'ai réussi à pondre quelque chose de nouveau? Donc on travaille, tu parlais du data mesh tout à l'heure. Le data mesh, ce qui est intéressant, alors il y a tout un concept, et l'architecture de Snowflake, elle est derrière, mais le data mesh, c'est un nouveau concept qui a été lancé aux États-Unis en fait, par une chercheuse qui porte ça et qui dit, et si on partait de la fin des données et qu'on dit que les données, elles ont un usage, une finalité, qu'il y a des domaines honneurs. Et en fait, si on pensait la plateforme de données, non pas en termes de contraintes techniques, j'ai un data lake, j'ai un ça, mais si on partait de ces données finales et de savoir tous les éléments fonctionnels qu'il y a en amont, pour pouvoir résoudre à ces problèmes de j'amène la donnée à la bonne personne, de manière gouvernée, croisée et intelligente. Et ça, je reprends ton point, c'est qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on n'avait pas la technologie pour le faire. Moi, j'étais chez Airbus il y a 15 ans, on était sur un programme manager de transformation et on parlait de l'Extended Enterprise. Comment on ouvre son système d'information et on partage ses données dans sa chaîne de sous-traitants, jusqu'à quel niveau, sachant qu'il y avait des sous-traitants qu'on suspectait de faire de l'espionnage industriel, et comment on le fait. En fait, c'est extrêmement difficile parce qu'on avait des milliers de bases de données, pas d'outils de sécurisation, pas d'outils de gouvernance et pas moyen de partager cette donnée. Et on s'est gratté la tête pour rien. Et en fait, avec l'apparition du data mesh, et puisque nous, on fait un data cloud qui est ni plus ni moins qu'une implémentation Snowflake de ce concept de data mesh, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a la technologie, on peut le faire. Et à ce moment-là, je reprends l'exemple de Edouard. Moi, j'ai l'exemple inverse. J'ai rencontré les actuaires, en fait, la patron de l'actuariat sur les produits santé et vie dans une des plus grosses assurances françaises qui nous dit, mais nous, on est autonome. Hein. On fait de la data, on fait du SQL, on est des actuaires, on fait des maths, on fait du calcul depuis. Nous, ce qui nous gêne, c'est les silos de données. On n'a pas assez de données, on n'y a pas accès. Quand on veut y aller, on doit aller voir l'IT et ça prend 3 semaines. Alors, on arrête. Voilà. Et en plus, tu parlais à la fin de l'acculturation. Moi, je pense que l'humain, c'est finalement le meilleur vecteur d'adoption et c'est la simplicité. C'est-à-dire, si j'ai un outil et qu'en gribouillant assez rapidement, je fais de l'exploratoire et en 2-3 minutes, j'arrive déjà à comprendre comment ça se manipule et que c'est intuitif, est-ce que l'outil a été designé par l'utilisateur final et que j'arrive à avoir un résultat, je vais en faire plus, je vais l'utiliser, je vais en parler à mon voisin qui va regarder et il y a un développement viral. Donc après, il y a un programme d'acculturation pour aller sur des fonctions avancées pour ceux qui veulent le faire et il y a un intérêt. Mais je pense déjà à la base, c'est est-ce que la technologie, elle permet à des utilisateurs de faire des choses par eux-mêmes? On n'a pas eu besoin, enfin mes parents, ils ont fait un iPhone et ils n'ont pas eu besoin, alors qu'ils connaissent rien à la techno,
pour finalement comprendre qu'ils pouvaient regarder soit l'Express, soit quelque chose sur leur téléphone. Ben, est-ce que les technologies, elles permettent de faire ça dans le monde du quotidien? Et je pense qu'aujourd'hui, avec Tableau, avec vous, avec Snowflake, les barrières technologiques, elles sont tombées. Les barrières sur la gouvernance aujourd'hui, on parlera du data mesh, mais il y a beaucoup de fonctionnalités, j'ai des exemples concrets là-dessus. Maintenant, c'est la prise de conscience des entreprises des bénéfices qu'elles peuvent en tirer. Mais je pense que les freins du passé, ils ont sauté. Alors oui, effectivement, par rapport au passé, les technologies ont complètement révolutionné l'approche, on va dire, en tout cas la rapidité d'exécution des projets. Et on n'est plus sur des projets en mois ou en années, on est sur des projets qui tiennent en quelques jours dans beaucoup de cas. Et c'est quelque part, c'est un énorme bénéfice pour les organisations. Et là où des projets, avant, on ne les faisait pas parce que trop coûteux et on ne savait pas trop quoi en attendre, finalement, aujourd'hui, on peut se permettre de les faire, on peut se permettre de tester, et vérifier et valider l'intérêt pour l'organisation et les déployer dans un second temps. Je rebondis par rapport à... Oups, pardon. Je rebondis par rapport à ce que tu disais à l'instant. Il y a une autre étude qui est sortie, alors qui a été diligentée par Tableau, justement au travers de YouGov, hein, en début de cette année, Edouard, si je ne me trompe, qui donne une vision aussi un petit peu différente de l'usage des entreprises, alors en particulier en France. Alors cette étude, elle est franco-française, hein, si je ne me trompe, Edouard. Et cette étude, elle révèle que 87% des entreprises voient effectivement de la valeur dans la data. Donc là, on peut déjà se dire, super, les managers dans les organisations ont compris que la data représentait un véritable asset pour les organisations. Néanmoins, quand on creuse un petit peu, seuls 59% des utilisateurs déclarent l'utiliser tous les jours pour leurs décisions. Et je crois avoir noté quelque part que seulement 34% des personnes interrogées estiment, encore 34% des personnes interrogées estiment que leur entreprise passe à côté d'opportunités. Et j'en discutais tout à l'heure avec toi, Edouard, et je trouvais que 34% d'utilisateurs qui estiment passer à côté d'opportunités, c'est à la fois beaucoup, mais en même temps, c'est très peu. Oui, je pense que... Alors pour resituer un peu, cette étude, en fait, est une étude européenne qui a été menée sur 4 grands pays, Angleterre, Allemagne, Hollande, enfin Pays-Bas et France. Ce qui est intéressant, c'est que les tendances sont assez similaires. On se pense souvent très en retard en France vis-à-vis, par exemple, de l'Angleterre. C'est pas totalement le cas. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est finalement le fait que beaucoup de gens pensent être dans un environnement ou dans une entreprise qui tire parti de la donnée. Mais en fait, c'est tout un sujet de maturité qui ressort un peu plus. C'est est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'on l'est suffisamment? Est-ce qu'on le fait suffisamment fréquemment? C'est un petit peu ces éléments-là qui semblent être encore des éléments de maturité à travailler. Un des points frappants, c'est que 34%, ça peut être vu comme peu ou beaucoup. 34% des répondants qui disent non, nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Il y en a quand même de moins en moins qui tiennent encore un débat de dire on peut faire sans. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est quand même dans un environnement compétitif. On est aussi face à des mouvements de marché. L'année 2020 et le Covid est un exemple, mais ces derniers temps, quand même, entre les grèves, les mouvements sociaux, les changements climatiques, à mon avis, toute organisation a besoin de s'adapter et de prendre en compte des faits et des éléments, ne peut plus faire les choses au doigt mouillé uniquement. Donc, il y a quand même cette tendance et cette réalisation qui est forte. Ensuite, notre plus grand enjeu, il est dans l'adoption. C'est bien beau d'avoir un beau logiciel, c'est bien beau éventuellement de le déployer à une certaine partie de la population en entreprise, mais avant de le rendre performant, avant de le rendre transversal, avant d'y intéresser tout le monde et de prouver que tout le monde peut en tirer parti, c'est un sujet d'adoption qui est long et qui est le vrai challenge, en fait. Le challenge, il y a 10 ou 15 ans, le challenge, il était techno. On n'avait pas les technos pour faire. Aujourd'hui, le challenge, il est de l'adoption et de la méthodologie pour tirer parti des technologies formidables qui sont déjà à notre disposition et pour montrer cas métier après cas métier, à quel point un commercial ou un responsable logistique ou un patron de tête de gondole peut devenir plus performant dans son métier et dans sa prise de décision localement au quotidien. Donc c'est une adoption, une conviction de ces personnes. Je prends l'exemple d'un de nos clients chez Monoprix. Aujourd'hui, on a réussi une partie de ce chemin, mais ce chemin, il est long parce qu'au-delà de la technologie, ce chemin, il consiste à
à faire adopter à 7 départements métiers différents, depuis le contrôle de gestion jusqu'à la logistique, à des niveaux de profil bien différents aussi, parce qu'entre le responsable magasin ou le responsable rayon dans le magasin et le financier qui va définir une campagne marketing et son impact purement financier, voilà, il y a un grand écart. Et donc cette acculturation à la donnée, elle doit se faire avec différentes dimensions. C'est-à-dire que comment acculturer et comment intéresser à la donnée un chef de rayon en magasin par rapport à un contrôleur de gestion qui a des habitudes empiriques sur Excel. Ben, c'est un vrai sujet. Tu as tout à fait raison, j'appuie complètement cette approche-là. Et justement, aujourd'hui, on parle beaucoup des différents métiers de la data. Alors, il y a eu de très grandes tendances. Alors, moi, je regardais ça avec beaucoup de recul, mais on a parlé des data lakes, et puis on a parlé de plateformes technologiques, et puis on a parlé de data engineer et de DevOps, etc., etc. On a maintenant les data scientists, les data analysts, les data product. C'est un écosystème qui est en constante mutation là depuis quelques années. Et j'ai l'impression qu'on s'y perd un petit peu parce que même sur des principes même de vocabulaire. L'objectif n'étant pas de faire un débat de vocabulaire, mais aujourd'hui, il y a quand même une tendance forte, j'ai l'impression, d'intégrer des compétences quand même métiers et techniques au plus proche des métiers versus des compétences infrastructure très techniques au plus proche de la donnée source. Et d'essayer de faire un peu à l'esprit du data mesh, justement, d'essayer de faire communiquer les deux, mais chacun ayant sa part de responsabilité dans la chaîne de traitement de la donnée. C'est bien ça, Yvan? Alors là, tu touches un sujet. J'ai deux exemples qui datent. Il y en a un de ce matin et un d'hier après-midi. Donc pile. Donc, le data mesh, et tu l'as cité. Tous les titres que tu as donnés, c'est des titres de l'IT. Et notre data cloud, il s'appuie sur le fait qu'on a résolu les problèmes de performance interne et tout ça. Mais il y a des clients qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, avant, la donnée, elle était dans un grand silo qui s'appelle l'IT. Puis ensuite, elle a changé, elle s'est un peu démocratisée, mais elle est restée dans la main d'un nouveau silo qui s'appelle le digital, qui est un peu étendu avec... Mais grosso modo, ça reste un silo. Et nous, on voudrait que la donnée, elle sorte du ghetto digital. Et donc, elle voudrait que ça soit une propriété du métier. Et c'est ça l'idée du data mesh, c'est de se dire, il y a des domaines owners, ils ont toutes les interfaces et tous les moyens de piloter la data et la gouvernance qui doit être associée. Et ensuite, on ne garde à l'IT, ou au digital comme on l'appelle, que des spécialistes qui font piloter la plateforme. Je prends un exemple, c'est Fnac. Fnac qui voit l'évolution de son métier, qui voit les magasins, mais qui voit la montée du digital, qui tout d'un coup se dit, on va devenir mobile first. Donc, on fait nos développements sur le mobile. Et pour faire du mobile first, il faut passer en développement agile. Et en développement agile, il faut des compétences techniques intégrées directement dans les métiers. Donc, on va revoir l'organigramme carrément et on va mettre des DBA. Et on ne va pas mettre des DBA. On va mettre des DBA catégorie manager. On va mettre des DBA marketing ou traffic acquisition. On va mettre des DBA SEO. Et on va garder à l'IT des cœurs. J'en ai parlé ce matin avec le patron des opérations en fait, de Monoprix. Alors, c'est marrant, ça colle pile. Et qui me disait, nous, on n'a plus le temps. La concurrence, elle est mondiale. La concurrence, elle s'est accrue. On doit aller beaucoup plus vite. On n'a plus le temps de faire de l'IT pour de l'IT. On n'a plus ni le temps, ni les moyens. Nous, on a besoin d'experts dans les métiers pour accélérer nos finalités métiers. Ça reprend ce que disait Édouard. Et Monoprix est un client commun. Et c'est pareil, la simplification de l'usage de Tableau, la simplification de Snowflake dans la manière dont on a cassé les silos, dans la manière dont Tableau simplifie l'accès à la donnée. On a fait un retour d'expérience hier pour le groupe. C'est plus de 40% d'adoption supplémentaire d'usage par rapport à ce qu'ils avaient fait précédemment, par rapport à leur plateforme précédente. Et ils nous disent, il y a des usages qu'on n'avait pas prévus qui viennent de se greffer. Les RH se sont pointés et nous ont demandé les catégories managers, le pricing, donc des catégories qui au départ n'étaient pas appétentes et travaillaient avec leur Excel dans leur coin, en voyant les bénéfices des autres et en voyant les choses, s'y sont intéressés et ça ne fait que grossir par cet effet boule de neige. Et en même temps, tu parlais, je reboucle au final, une fois qu'on a fait ça dans l'entreprise, le point c'est et à quel point ça on peut le faire avec les externes, comment on peut le partager. Tu nous disais, pour faire la segmentation, avant, on le faisait en 15 jours. On devait extraire 15 jours avec le marketing des données. Et on faisait une segmentation, on envoyait ça à DunNB, notre partenaire. Et puis, on récupérait le résultat et on faisait ça une fois tous les 3 ou tous les 2 mois. Aujourd'hui, ils utilisent le data sharing et le data cloud de Snowflake.
ils partagent de manière instantanée, il n'y a plus de préparation, et ils font une segmentation à la semaine ou toutes les 2 semaines. Et ça a changé leur manière, c'est un bénéfice direct de la data, de cette nouvelle manière de concevoir le partage, les architectures. Voilà. Et justement, sur cette question de partage, est-ce qu'on n'a pas un frein aussi, tout simplement lié à la confidentialité des données, certains freins culturels, j'ai envie de dire déjà, à un premier niveau, qui sont de dire, les données que je gère, ce sont les miennes et je ne veux pas les partager parce que c'est ma valeur ajoutée, entre guillemets, et je m'interdis de faire quoi que ce soit. Et puis, ajoutant à cela le risque, entre guillemets, de voir des organisations comme, enfin, ou des contraintes comme RGPD se greffer à cela. Pardon, vas-y Yvan. Ou Edouard. Alors, là-dessus, c'est le fondamental de notre data cloud. Historiquement, j'ai l'habitude d'utiliser cette image. C'est l'innovation, c'est l'accès à la data. Donc, plus je donne d'accès à la data, plus je peux driver de l'innovation. De l'autre côté, la réglementation, qui est la garantie de la confiance des partenaires ou bien des consommateurs, c'est vu comme une contrainte. Et aujourd'hui, toutes les entreprises, elles sont dans ce dilemme, hein, si vous avez vu Saw, ce film d'horreur movie, ça revient à dire, est-ce que vous voulez mourir dans d'atroces souffrances ou est-ce que vous voulez vivre en vous coupant le bras avec une scie rouillée? Donc, l'équilibre entre accès à la data ou gouvernance, il est ça aujourd'hui. Dans le data cloud de Snowflake, mais je pense que c'est la tendance de fond du marché, c'est qu'en fait, on a à la fois les mécanismes de gouvernance natifs de la donnée pour les partages internes comme pour les partages externes et on les met dans la main des possesseurs de la donnée. Donc, on peut maintenant partager en toute confiance. On sait ce qu'on fait rentrer dans l'entreprise, on sait ce qui rentre, c'est conforme à notre politique, c'est conforme à notre politique réglementaire. Ce qu'on partage, on a le contrôle en sortie et on peut le faire de manière fluide et auditable. Donc ça, les freins psychologiques, ils vont sauter avec la preuve par l'exemple. Et ça, maintenant que ces technologies, elles existent, cette démocratisation, et les entreprises, te diraient, le point, c'est que plus personne, avec la GDPR, tu as vu la amende de Carrefour, dans lequel on leur reprochait d'utiliser des vieilles bases avec activer des vieux clients. Bon, ben maintenant, tu ne peux plus. Personne n'a le budget marketing pour réactiver tous les dispositifs qu'ils ont mis en place sur le marché sur ces 20 dernières années. Donc, pour rafraîchir ta base de clients que tu vas pouvoir activer, il va falloir que ces données, tu les utilises dans ta galaxie de société, tu ailles les chercher dans tous les endroits où c'est légal, et tes partenaires qui ont le droit, il faut que tu partages avec eux pour arriver à te maintenir à flot, là où avant, ben, tu profitais de ton historique. Et donc, les entreprises, moi, je m'occupe de la practice retail, hein, chez nous, je suis très spécialisé là-dessus. Tous les fabricants de l'agroalimentaire, du CPG, de même que tous les retailers aujourd'hui, ont accéléré leur stratégie sur le partage et l'échange de données parce qu'ils savent qu'ils ont besoin, qu'il y a une valeur de la data et qu'ils ont besoin d'être ensemble et de l'échanger de manière sécurisée et rapide pour la survie de leur avantage compétitif. Donc, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, technologiquement, on a des solutions pour gérer donc, cette sécurisation et gérer l'environnement légal de la donnée. Et on peut enfin penser la partager en toute sécurité, de manière gouvernée, sans risquer de cruelles amendes, j'ai envie de dire, par les institutions. Et on arrive du coup à l'usage après de ces données. Et je reviens sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, on parlait des nouveaux métiers. On constate dans certaines organisations qu'il y a quand même, tu évoquais tout à l'heure Yvan, par exemple, dans le domaine de l'actuariat, qui sont des matheux natifs, j'ai envie de dire, qui ont l'habitude de manipuler des données. On parlait des contrôleurs de gestion, qui ont aussi cette culture de la donnée, avec d'autres technologies ou d'autres habitudes. Edouard le soulignait tout à l'heure. Mais il y a tout le reste, finalement. L'exemple que tu donnais, Yvan, de la personne qui dit oui, moi, mon métier, c'est pas d'analyser, c'est de vendre ou c'est autre chose. Aujourd'hui, on atteint un nouveau paradigme. Et là, j'aimerais me tourner vers Edouard parce que finalement, on est dans la fin de la chaîne de comment cette donnée qu'on nous a partagée, on nous met à disposition, on arrive véritablement à l'exploiter dans les données et à en générer de la valeur. Et c'est plus qu'une question donc de mise à disposition, puisque le problème, on arrive à le résoudre. Mais est-ce que alors, l'outil va aussi aider, j'imagine, et tu vas peut-être un peu nous détailler comment Tableau, en particulier avec sa plateforme, apporte une solution à ça. Et c'est aussi une question d'ouverture, Edouard. Oui, donc par rapport à cette ouverture, il y a toujours ces deux impératifs. Il y a le premier impératif
qui est de se poser les bonnes questions d'un point de vue département de l'entreprise ou métier de l'entreprise sur qu'est-ce qu'on veut rendre institutionnel. Et ça, on n'y coupe pas, on continue à garder des choses institutionnelles. Alors, avec un élément, c'est que ces questions institutionnelles, elles bougent de plus en plus souvent, donc il faut une technologie suffisamment souple et flexible pour faire évoluer. Mais voilà, ces questions institutionnelles, elles sont mises en place et elles nécessitent que dans le processus de l'entreprise, on se pose la bonne question et qu'on ne mette pas des rapports pour mettre des rapports, mais plutôt que ces questions soient bien pensées, bien articulées et bien intégrées au quotidien du métier de chacun. Et puis après, il y a le deuxième aspect où là, on voit finalement chacun réagir un peu différemment. Le deuxième aspect, c'est la partie exploratoire et c'est le fait d'aller chercher des informations. Nous, on l'a vu dans notre métier, la faculté à certains commerciaux à tirer parti de la donnée pour appeler le bon client au bon moment, anticiper un problème, être proactif sur le fait de suggérer une solution. Et puis on a vu d'autres commerciaux qui étaient bien incapables de tirer parti de tous ces outils qui étaient mis à leur disposition. Et chez nos clients, ça transparaît également. C'est-à-dire qu'on a des gens qui tirent parti finalement de cette nouvelle méthode d'éléments institutionnels et qui le voient, et d'autres qui, en plus de tirer parti de cette information institutionnelle mieux pensée et plus flexible et plus adaptable, vont aller pouvoir creuser par eux-mêmes et vont aller pouvoir aller un cran au-dessus. Je vais prendre un exemple. On a un client qui est distributeur d'énergie et qui a déployé des compteurs intelligents. Eh bien, il nous disait que dans les prestataires qui faisaient ces déploiements et qui avaient à disposition une plateforme Tableau pour mieux anticiper leur déploiement, certains prestataires ont énormément tiré parti et sont intervenus au bon endroit au bon moment avec le bon supply ou les bons éléments logistiques parce qu'ils avaient pris cette culture de tirer parti de l'institutionnel et d'explorer un peu les données. Et puis d'autres, en fait, ne l'ont pas fait de la même manière. Donc, ça fait partie maintenant de nos plans de succès avec nos clients. Quand on définit un plan de succès et d'accompagnement, de faire en sorte qu'on mette un peu plus de précision et de tension sur des populations un peu plus reluctantes ou difficiles à transformer en la matière. Je rebondis par rapport à cette question effectivement de donner à chacun, j'ai envie de dire, le pouvoir d'analyser ces données. Et ça, c'est un élément de plus en plus important. Mais il y a toujours une question, alors nous, on y est très souvent confrontés, c'est un peu l'entre-deux. On met à disposition des données, ensuite on les exploite. La question de la préparation de données, finalement, parce que c'est quelque chose, c'est un univers qui est considéré comme très technique, et on a beaucoup d'interlocuteurs d'ailleurs qui font la confusion entre l'intégration de données au sens ETL du terme et la préparation de données qui a plutôt une vocation business. Comment vous positionnez Tableau là-dessus? Nous, la réponse, elle est très franche et très claire. C'est la préparation de données, elle est métier depuis des années. Le seul problème, c'est que depuis des années, les gens font des extraits dans un outil de type tableur, que ce soit Excel ou autre, et rebelotent ce qu'ils arrivent à attraper. Donc, sur l'autonomie des gens, déjà, il y a un premier sujet, c'est que l'autonomie, les gens ont envie de faire. Et bien souvent, on fait de manière totalement déconnectée, pas performante et très peu gouvernée ou sécurisée parce que ils allaient extraire d'un système source ou d'un système transactionnel de l'information. Et ensuite, ils la faisaient cette préparation. Et donc aujourd'hui, le but, il est au même titre qu'on a amené la faculté à un utilisateur de manipuler de la donnée, lui permettre de la préparer lui-même aussi et de faire les choses un cran en amont, de pouvoir lui-même avoir la perspective. Ça reste l'utilisateur métier qui a la compréhension de ce qui se passe dans les données. C'est jamais ou c'est rarement quelqu'un qui est avec une vue transversale à l'entreprise qui va pouvoir détecter s'il y a une erreur dans une donnée de détail d'un magasin ou d'un centre de coût de l'entreprise. C'est vraiment l'opérationnel qui peut le faire. Donc finalement, la préparation de données, c'est quelque chose que déjà les métiers ont l'habitude de faire, mais ils étaient mal outillés et totalement déconnectés. Et le but, c'est de mieux les outiller et surtout de les reconnecter avec la gouvernance et la plateforme qui a été mise en place. Finalement, au travers des technologies actuelles, notamment en termes de préparation de données et outils de construction, d'analyse, moi, ce que je vois, c'est que
on arrive aujourd'hui à industrialiser ce que les gens faisaient comme ils pouvaient, j'ai envie de dire, au nez à la barbe de l'informatique dans leur... Ils n'avaient pas d'autre moyen de le faire, en s'appuyant sur quelques extracts par-ci, par-là. Maintenant, on est capable d'adresser toute la chaîne de manière intégrée, mais également industrialisée, en répondant quand même à ces attentes des utilisateurs. Moi, je suis convaincu que oui, cette chaîne, elle existe, elle est intégrée et elle peut permettre de faire les choses de bout en bout. Après, il reste encore des challenges, c'est qu'on le fait pas en claquant des doigts et qu'il faut faire le bon choix de technologie par rapport à la bonne maturité du système et ainsi de suite. Mais enfin, Yvan, je sais pas si tu veux compléter. Moi, je pense que la plateforme et la chaîne technologique, elle existe. Ouais, alors, petit 1, je dirais... Ça fait 20 ans qu'on fait de la data, les systèmes ont évolué, il y a quand même des systèmes de BI, il y a quand même des systèmes de reporting, il y a quand même des éléments de pilotage d'activités business qui sont complexes et qui sont déjà en place. Donc ça, il y a quand même une culture de la data. Celui qui fait de la logistique pilote son système de logistique et c'est pointu, celui qui pilote du digital marketing, c'est pointu. La question d'après, c'est à quel point on permet de faire de l'exploratoire sur chaque personne qui n'a rien à voir de l'IT et de lui permettre de se trouver elle-même de nouveaux moyens d'appréhender son métier, d'innover ou de se différencier au travers de cette data. C'est ce dernier point. Et ce point-là, je pense que vous aussi, Activision, mais il y a un point, moi je fais la propre expérience. On est une société basée, on est le premier modèle à la consommation. C'est-à-dire que nous, on reporte à la bourse non pas sur ce qu'on vend, mais sur ce que les clients utilisent. Et donc, on a des tableaux, on utilise Tableau en interne là-dessus pour faire notre propre suivi de où sont nos clients. Eh bien, la première fois que tu arrives sur des premiers rapports que tu as créés, il faut faire parler cette donnée. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette donnée? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette variation sur ce client sur ces 3 derniers mois? Comment je la corrèle? Comment je la mets? Puis ensuite, comment j'en définis un pattern que j'intègre dans ma cadence régulière? Donc, ce n'est pas le tout d'avoir dit, on a maintenant des tuyaux, on les a cassés, je pense qu'on a les technologies. La préparation de données, on a les moyens de donner à l'utilisateur final la préparation de la donnée, mais une fois qu'on a amené le tuyau et qu'on a fait ça, et le boulot, il commence. Il faut lui donner le sens métier. Et c'est là où il y a l'accompagnement. Et je pense que votre métier aujourd'hui, il est encore fort sur utiliser les fonctions de l'outil. Quand les clients ont exploité les fonctions de l'outil, demain, il y aura un métier intermédiaire entre la data et la connaissance métier. En quoi vos consultants, ils seront typés sur le retail, sur la finance ou sur le, on en a parlé tout à l'heure, là, des asset managers. Et venir leur aider et dire voilà ce qui se fait dans l'industrie, voilà ce que vous pouvez faire, voilà la manière dont vous pouvez repenser votre métier, voilà ce qui prend 1 mois, voilà ce qui en prend 3, voilà ce qui va prendre 6 mois. Aujourd'hui, on en est encore très loin, mais je pense que c'est l'avenir de ce que nous, en tant qu'industriels de la technologie et ce que l'écosystème des intégrateurs doit faire, c'est aller vers ce sens-là. On n'en parle jamais. Combien de fois en meeting, on leur dit, une fois que vous aurez le rapport, il va falloir peut-être 1 semaine, 2 mois ou 3 mois pour pouvoir voir ces rapports, apprendre à les exploiter et les intégrer dans votre cadence. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision de notre métier à nous, parce que je pense que... Alors, c'est vraiment un avis très personnel. Et je pense que notre métier, c'est pas d'expliquer à nos clients et aux utilisateurs comment ils doivent exploiter leurs données pour être meilleurs dans leur métier. Les meilleurs experts des métiers, ça reste nos clients, et pas nous. Par contre, notre job à nous, je pense, c'est davantage d'éveiller les consciences à ce qu'ils pourraient en faire de leurs données, à travailler, à leur montrer et à faire tomber ces fameuses barrières aussi psychologiques que beaucoup d'organisations se mettent en se disant c'est impossible ou ça coûtera trop cher, de leur montrer qu'on peut faire très efficace, répondre à des questions et les aider peut-être à se poser les bonnes questions. Mais je pense pas que ce soit à nous d'apporter les réponses en soi. Alors, je me suis mal exprimé. Non, mais je suis d'accord avec ta vision. En fait, c'est ça que je voulais dire. Alors, peut-être, j'ai pas choisi les bons mots, mais c'était le point. Quand vous voyez plusieurs clients, à quel point vous pouvez les aider, leur dire voilà, on a vu ça, on a vu ça, à quel point vous pourriez repenser la chose au travers de ces fonctions. Tout à fait. Et je reviens sur un autre aspect, je pense, qui est extrêmement important. Alors, c'est cette question aussi de l'adoption et finalement faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs contribuent finalement dans l'organisation à cette évolution data. Et il y a un point, je vais alerter Edouard là-dessus, qui m'a convaincu chez Tableau très très rapidement, c'est la communauté. Je pense que le rôle des communautés externes, comme internes d'ailleurs, et la construction de communautés internes, font partie finalement de ce challenge, aussi bien d'ailleurs sur l'aspect quelles sont les données qu'on a de notre disposition et qu'on pourrait utiliser, donc faire la promotion de ces data providers internes,
quels sont les cas d'usage, comment on s'en est sorti ou comment on peut régler tel problème au sein de notre organisation. Et c'est vrai que Tableau, vous avez construit une communauté utilisateur qui est fabuleuse, avec des conférences qui réunissent des quantités astronomiques de personnes aujourd'hui. Tu peux nous en parler un petit peu, Edouard? Oui, non, mais c'était un des points, c'est que un des points de notre stratégie dès le départ, elle a été de se dire qu'on ne fera pas que avec la technologie et on fera surtout avec un groupe de gens qui arrivent à s'entraider les uns les autres pour faire changer un statu quo. Et voilà, cette stratégie de communauté, elle a été importante dès le départ pour faire en sorte de réunir les gens, que ce soit autour des sujets de la donnée au sens large, mais aussi au sein des entreprises, savoir faire des groupes utilisateurs. Donc, on a mis plein de choses en place. On a déjà une plateforme qu'on appelle Tableau Public qui permet à chacun d'utiliser gratuitement notre technologie pour peu qu'il rende ses données publiques. Et ça, c'est aujourd'hui des millions d'utilisateurs, enfin quand je dis des millions, des dizaines de millions d'utilisateurs et des cas d'usage incroyables quand on lit le journal L'Équipe ou le Figaro ou bon nombre d'autres choses. Beaucoup des visuels proviennent de cette plateforme. Donc ça a permis finalement à plein de gens de tester et d'utiliser les choses dans un environnement plus personnel ou un peu différent de celui de l'entreprise. On a ensuite mis en place des conférences qui étaient à la fois des conférences globales, mais aussi des conférences locales pour réunir tous ces acteurs. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait beaucoup de noms qui tournaient autour des métiers de la donnée. Voilà, ça permettait de réunir ces personnes, mais aussi de réunir les gens métiers qui ont envie d'accélérer sur le sujet. Mais ce qui est pour moi le plus instrumental, c'est quand on aide nos clients à fabriquer des groupes utilisateurs internes. C'est-à-dire qu'on dit, chez des gens comme Bolloré, par exemple, ça a été le cas, OK, Bolloré, c'est Bolloré Transport et Logistique, c'est un peu du Havas, c'est plein d'autres choses. Quelles sont les particularités de votre compte? Quelles sont les particularités de votre entreprise? Quelles sont la définition des métiers au travers des différents grands départements? Et comment on peut développer une communauté interne qui s'adapte à vous? Et là, on ne fournit que le framework et des ressources. C'est-à-dire, on donne le framework, on donne les ressources qui permettent d'animer, mais ensuite, c'est clairement des gens de chez Bolloré qui vont animer et fabriquer ce groupe de discussion, ce groupe de regroupement avec la fréquence qu'ils veulent. Et de votre côté, chez Snowflake, vous avez également une stratégie autour de quelque part de la démocratisation de plateformes de données, un peu à la manière de Tableau Public, mais côté data? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on a la même démarche de la communauté d'utilisateurs. Donc, on a fait notre deuxième user group. Le premier, on était peut-être un peu moins d'une vingtaine. On a fait le deuxième il y a une semaine et demie. On était plus d'une centaine. Donc, il y a quelques mois d'intervalle. Donc, on voit que les gens ont un besoin de partage. On est tous des humains, on en a marre du confinement, on a envie de se voir, d'échanger, d'interagir. Donc, ça reste un fondamental de l'humain. Le deuxième, c'est oui. Alors, on a une réponse technologique aussi. Encore une fois, on a une réponse technologique. Nos clients, je donne l'exemple, Kiloutou utilisait notre plateforme et il résolvait ses problèmes. Et un jour, ils nous ont dit, on a ce partenaire-là qui s'appelle PriceMove, qui fait de l'analyse dynamique de prix de la compétition. On voudrait intégrer les données chez nous et on voudrait les donner à des catégories managers pour qu'ils puissent faire des analyses et échanger ces données. Et pourquoi pas demain, faire des algorithmes de machine learning pour faire du pricing dynamique. Et ça, c'est la base de notre data cloud. Alors ça, c'est la première étape, c'est l'intégration point à point. Et au-dessus de ça, on a créé ce qui s'appelle un data exchange. Et c'est ni plus ni moins qu'un espèce de catalogue de données à l'échelle de l'entreprise, s'appuyant sur Snowflake, entièrement gouverné, dans lequel chacun, dans un espèce de portail commun à l'entreprise, et ça peut être dans une entité, mais ça peut être dans plusieurs entités du groupe, chacun vient poster et toutes les données, elles sont rangées et elles sont accessibles. Et en fait, cet outil devient une place, une marketplace interne de la donnée. Les gens de la logistique ont publié ça, les gens du marketing ont publié l'analyse qu'ils viennent de faire sur telle donnée, les gens de l'Amérique du Sud avec la filiale l'ont fait. Et cette marketplace, on a été plus loin, on l'a ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire que d'autres gens qui sont Snowflake aussi peuvent connecter leur marketplace avec la marketplace Snowflake et peuvent échanger des données. Et donc, les gens dans l'entreprise, ils ont un catalogue de données avec des données, quelle que soit la provenance, la garantie que c'est gouverné. Et puis, on a été plus loin. Quelque part, c'est notre vision de ce que Edouard vient de présenter. Cette marketplace, eh bien, on l'a rendu public. Donc, on a ce qu'on appelle le data marketplace chez Snowflake. C'est l'ensemble des utilisateurs Snowflake, toutes catégories, peuvent pousser leur jeu de data sur cette marketplace publique qui est commune à tous les clients Snowflake et venir y piocher les jeux de données. Et il y a une monétisation.
C'est-à-dire que telle entreprise poste son jeu de données, une autre entreprise est intéressée, elle clique dessus, elle est mise en relation et elle peut l'acheter. Donc nous, on a poussé ce paradigme de l'échange et du partage contrôlé dans le produit pour permettre aux entreprises à se créer la plateforme de communication et de partage. Et je reviens au data mesh autour de la donnée. La donnée est au cœur. Alors, j'en profite, on a quelques questions qui arrivent et je vois le temps qui passe, il est déjà 12h05. En tout cas, discussion très intéressante. Je serais ravi de continuer un de ces jours autour d'un verre, ce serait agréable. Quelqu'un pose la question de comment se fait le lien entre Tableau et Snowflake. Je vais laisser peut-être à Edouard le soin de répondre. C'est plutôt du côté de la connexion Tableau. Oui, bon, c'est un connecteur natif qui a été développé, qui permet de se connecter, de passer les sécurités et de vraiment tirer parti de tout ce que Snowflake sait faire, c'est-à-dire performance, gestion de l'authentification et sécurité. Donc, c'est un connecteur totalement natif. On en a d'ailleurs 80 désormais des connecteurs, que ce soit sur des environnements Salesforce, Eloqua, enfin des environnements applicatifs, je dirais transactionnels, et puis des environnements décisionnels performants, dont Snowflake et bon nombre d'autres. Donc voilà, c'est un connecteur tout à fait natif. Il faut savoir que Tableau, dans sa roadmap, a également l'ambition de permettre de réécrire de l'information avec des protocoles de sécurité. Donc, c'est également des éléments qui seront pris en compte dans nos connecteurs natifs. Donc, voilà. D'ailleurs, petite anecdote, Tableau utilise Snowflake, c'est-à-dire que Tableau, il y a encore quelques temps, voilà, Tableau, il y a encore quelques temps, enfin moi, tous mes éléments d'analyse étaient sur des environnements Microsoft, voilà, X ou Y. Tout est désormais sur Snowflake et on a gagné en performance, en connectivité, en rapidité et en élasticité. Voilà, c'est quand on lance et qu'on est à la demande, ça y va et c'est juste génial. Et puis, on partage un point important, c'est que Salesforce, enfin dans le Tableau, dans l'écosystème Salesforce, on partage la même vision de la data que les data dans les CRM, dans les différents clouds de Salesforce, c'est des silos et qu'il faut aider les clients, c'est le sens de l'histoire, à sortir ces données et à mieux les exploiter. Donc, on a vraiment une roadmap d'intégration commune très forte. On a annoncé à notre data cloud il y a une semaine. On a maintenant des intégrations beaucoup plus poussées avec Tableau CRM, Lex Einstein. On avait historiquement toutes ces intégrations avec Tableau et on va dans le sens de la capacité de sortir les données de tous les clouds de Salesforce, de les poser dans Snowflake et de les exploiter, que ce soit avec Einstein pour les repousser, enfin Tableau CRM maintenant, pour les repousser dans Salesforce, pour que les gens qui utilisent Salesforce puissent l'exploiter, ou les mettre dans Tableau pour qu'ils puissent les exploiter en les croisant avec d'autres données. Donc, on a vraiment une vision partagée de désiloter et simplifier l'accès. Et on a des connecteurs natifs, on a plusieurs versions du connecteur natif de Tableau, c'est Tableau qui le gère, pour profiter de toutes les fonctionnalités qui sont mises à disposition par Snowflake. On est d'accord que ce sont des connexions directes, c'est pas via une API à proprement parler, je crois. Ah, c'est direct. C'est une connexion directe. Autre question, je pense que c'est la dernière et je vous propose de conclure là-dessus. Cyril qui s'interroge effectivement, qui vient du monde opérationnel et je pense à quelques soucis pour récupérer ces données, nous pose la question si tous les systèmes en place dans une organisation sont attaquables en termes de données. Exemple ERP, CRM, et quelles sont les limites techniques si ce n'est pas le cas. Alors, je peux peut-être répondre à celle-ci parce qu'on sort. Oui, vas-y Olivier. On sort un petit peu du spectre des simples outils qui concernent vraiment la récupération de la donnée. Je veux dire, aujourd'hui, on peut accéder à quasiment toutes les données, sauf quelques cas rares qui correspondent à des données peut-être non structurées et donc non exploitables directement, par exemple dans de la visualisation, ou qui nécessitent des traitements intermédiaires. Mais l'ensemble des données, quasiment, sont récupérables. Et tout système opérationnel type ERP, CRM, généralement exploite des bases de données conventionnelles et normalisées que l'on peut attaquer. Donc normalement, il n'y a pas de problème, à part si ce sont des technologies propriétaires et très exotiques qui ne fournissent aucune capacité, j'ai envie de dire, de connexion. Mais dans la plupart des cas, c'est gérable. Est-ce que, messieurs, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Non, après je pense qu'il y a une flexibilité par rapport à cette question. Quand on veut faire un vrai traitement analytique, le fait
fabriquer une plateforme analytique avec une base analytique intermédiaire, c'est important. Par contre, il faut garder, je pense, cette flexibilité à pouvoir aller se connecter de temps en temps à un nouvel environnement ou quelque chose en plus pour faire un peu d'exploratoire, pour faire un petit pilote avant de mettre les choses de manière institutionnelle dans la plateforme. Donc voilà, c'est cette démarche itérative qui est de dire, ah bah tiens, on a acheté une petite application marketing qui nous permet de détecter telle ou telle tendance. Avant de se dire, on la met dans notre workflow de données total, il peut y avoir le fait que justement l'utilisateur métier va en tirer parti, va faire un petit pilote, et ensuite on va l'appréhender de manière un peu plus structurée. Alors, nous, opérationnellement, on constate, alors, très opérationnel, on constate exactement tout ce que tu viens de dire, on est entièrement d'accord, et on verrait plus. On voit par exemple des silos dans des éditeurs de logiciels. Je pense par exemple à un éditeur de logiciels de gestion très connu. Ces logiciels historiques développés il y a 20 ans ou il y a 30 ans n'avaient pas été pensés pour exporter la donnée. C'était un écosystème fermé avec une interface qui était fournie. Mais en fait, je vois qu'ils sont en train de les redévelopper, soit dans les nouvelles versions pour pouvoir exporter ces données, soit directement dans le cloud pour pouvoir les partager. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi l'industrie, même des systèmes qui sont fermés, grosso modo, sont en cours de réécriture ou de modernisation pour permettre justement cet échange ou cette sortie de données. Donc, ça va être encore même de moins en moins vrai, je pense. Et c'est vrai que il y a un grand changement par rapport à il y a quelques temps et quelques années. C'est quand on voulait tester quelque chose, on le faisait pas parce que ça coûtait trop cher, c'était trop compliqué de faire. Et là, les plateformes technologiques, que ce soit en termes de data prep, en termes de stockage, le cloud, les outils de visualisation qui sont beaucoup plus souples, apportent quand même une vision complètement différente. Et on peut se permettre de tester. On peut regarder ce que ça donne, se connecter, regarder ce que ça donne, sans mettre en péril l'intégrité des systèmes et valider finalement l'intérêt d'aller plus loin. En tout cas, je voulais vous remercier à tous les deux pour cette petite heure passée ensemble. Merci pour la qualité des échanges et votre participation. Je vous invite à nous poser encore des questions si vous le souhaitez sur le fil. On essaiera d'y répondre dans le flux. Vous retrouverez cette vidéo d'ailleurs disponible sur les réseaux dans quelques jours, très rapidement en tout cas. Et je vous souhaite à tous et à tous un excellent Noël. Profitez bien de cette fin d'année. J'espère en famille. On attend tous, je pense, encore quelques décisions. Et merci à tous les deux de votre participation. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Joyeux Noël. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.